permet la dégradation du glucose, comme on vient de le voir, avec production d'ATP, et de métabolites, c'est-à-dire de composés intermédiaires, qui peuvent, eux, être repris dans d'autres séquences métaboliques. La glycolyse se déroule entièrement dans le cytosol des cellules. C'est le processus indispensable qui prépare à la dégradation des glucides et qui les conduit tous à un intermédiaire commun qu'on appelle le glycéraldéhyde 3-phosphate. J'ai dit tout à l'heure que la glycolyse pouvait avoir lieu en présence ou en absence d'oxygène. En présence d'oxygène, on va parler de la glycolyse aérobie. Dans ce cas, la glycolyse conduit à la formation de 2 ATP, de 2 NADH+, et de 2 pyruvates. Quand il y a l'oxygène à la disposition de la cellule, la régénération du NAD+, nécessite l'oxydation de ce transporteur d'électrons qui est le NADH+. Il est aussi considéré comme phase indispensable à la formation du pyruvate et de sa conversion mitochondriale en acétyl-CoA, carburant essentiel du cycle de Krebs. Le glucose, dans ces conditions, subit une oxydation totale en CO2 et en H2O. Deuxième cas, quand il n'y a pas d'oxygène, on parle de glycolyse anaérobie. Dans ce cas, la glycolyse produit aussi, comme dans le cas précédent, 2 ATP, 2 NADH+, et 2 pyruvates. Mais la différence ici, c'est que la réoxydation de ce NADH+, va se faire de 2 manières possibles. Soit en réoxydant le NADH+, la cellule va fermenter et produire de l'acide lactique, on parle de fermentation lactique. C'est ce système qui fournit de l'ATP aux cellules qui ne possèdent pas de mitochondries, comme les globules rouges, par exemple, et aux cellules en hypoxie, phénox oxygène, comme les muscles striés en contraction rapide. Et deuxième cas, la réoxydation du NADH+, va avoir lieu à la formation d'un alcool, l'éthanol. Dans ce cas-là précis, on parle de fermentation alcoolique. Maintenant qu'on a vu la glycolyse, on a dit tout à l'heure que le cycle de Krebs, qui constitue la deuxième partie de la dégradation du glucose, se passe dans la mitochondrie. Donc il va falloir, à un certain moment, que tous ces composés, tous ces éléments arrivent à la mitochondrie. Mais avant, voyons un peu comment le glucose rentre dans nos cellules. Le glucose ne peut pénétrer dans la cellule par simple diffusion. Il ne peut pas, c'est une grosse molécule. Son entrée est assurée par les 2 mécanismes suivants. D'abord, le transport facilité. On connaît actuellement 5 transporteurs membranaires de glucose et sont appelés GLUT, transporteurs du glucose, GLUT. Ils sont numérotés de 1 à 5, soit GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 et GLUT5. Et suivant le type de la cellule, on va trouver l'un ou l'autre de ces transporteurs. Ces transporteurs, c'est quoi? C'est des protéines membranaires qui vont faciliter le passage du glucose de l'extérieur à l'intérieur des cellules. Il y a un deuxième type de transfert ou de transport de la molécule de glucose à l'intérieur des cellules. Il s'agit d'un cotransport. C'est quoi? C'est un processus actif qui consomme de l'énergie. Le glucose est transporté contre son gradient, c'est-à-dire d'un milieu à concentration faible en glucose vers l'intérieur des cellules où la concentration du glucose est plus élevée.
Dans ce cas-là, le glucose va être transporté en compagnie d'un ion sodium, Na+. Ils vont tous les deux traverser la membrane cytoplasmique de la cellule. Ils vont passer tous les deux, aussi bien le glucose que le sodium, du milieu extérieur cellulaire vers l'intérieur des cellules. C'est pour ça, dans ce cas-là, on parle d'un transport sympore. Le contraire est antipore. Quand deux molécules différentes, l'une passe dans un sens et l'autre dans l'autre sens, on parle d'un antipore. Quand ils passent tous les deux dans le même sens, on parle d'un transport sympore. Voyons en détail un peu les types de transport cellulaire qu'on trouve. Comme ça, vous allez situer un peu le transport du glucose. Dans tous les cas, il y a transport de quelque chose, d'un milieu vers un autre. Il y a deux types de transport. Transport passif, ici à gauche, et transport actif à droite. Dans les transports passifs, il n'y a pas d'utilisation d'énergie. Donc une molécule, par exemple une molécule lipophile, va passer à travers les deux couches lipidiques des membranes facilement. Dans certains cas, on va trouver des canaux, des pores, des ouvertures au niveau membranaire qui permettent le passage des molécules. Là aussi, on n'a pas besoin d'énergie. Et dans d'autres cas encore, le transport passif se fait grâce à des protéines membranaires qui permettent le passage de ces molécules d'un compartiment à l'autre. On dit dans les deux cas que la diffusion est simple, alors que quand il y a les protéines facilitatrices de passage des molécules, on parle d'un passage facilité. Mais dans les trois cas, c'est un transport passif. Donc retenez bien, soit une simple diffusion à travers la membrane, soit le passage se fait par canaux, soit le passage il se fait d'une manière facilitée, grâce à des protéines membranaires, par exemple les perméases. Pour les transports actifs, alors là, on a dit que ces transports demandent de l'énergie. C'est pour ça qu'on les appelle transports actifs d'ailleurs. Alors, on a ici deux types de transports actifs. Soit un transport actif primaire, et là, il y aura la présence d'une pompe, au niveau des membranes cellulaires, et ces pompes vont utiliser l'ATP comme source énergétique pour pomper les molécules contre le gradient de concentration. Deuxième type de transport actif, le transport actif secondaire. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un cotransport. On a l'ion ou les molécules cotransportées, d'accord, qui va profiter de l'énergie d'un ion moteur. Prenons un exemple, c'est le passage du glucose. On a dit précédemment, dans la diapositive précédente, que le passage de glucose se fait par transport actif grâce à un ion moteur. L'ion moteur ici, pour le glucose, c'est l'ion sodium. Et la molécule qui passe, c'est le glucose qui passe contre son gradient de concentration. Donc retenez bien, dans le transport actif qui demande de l'énergie, deux types. Le transport actif primaire, une pompe qui utilise l'énergie pour pomper justement ces molécules contre leur gradient de concentration, et
Le deuxième type, un cotransporteur qui profite de la présence d'une concentration importante d'une molécule et qui va, grâce à cette énergie de concentration, entraîner avec elle le passage d'une molécule. Et on a vu ici l'exemple de l'ion sodium qui entraîne avec lui des molécules de glucose contre le gradient de concentration. Alors revenons ici aux différentes étapes de la glycolyse. La glycolyse, c'est une série de réactions enzymatiques en nombre de 10 et qui vont utiliser 10 enzymes différentes. Ces enzymes sont toutes localisées, on l'a dit, dans le cytoplasme ou le cytosol des cellules. Quelle est la différence entre cytoplasme et cytosol? Le cytosol, c'est le liquide où baignent les organites, alors que le cytoplasme, c'est l'ensemble cytosol plus organite, c'est-à-dire l'espace qui est délimité par la membrane cellulaire. Tout ce qui est à l'intérieur s'appelle cytoplasme, alors que le liquide, lui, s'appelle le cytosol. Donc retenez bien un peu ces différences entre cytosol et cytoplasme. Une remarque, tous les intermédiaires de la glycolyse, issus des 10 réactions de la glycolyse, entre le glucose et le pyruvate, ils sont tous phosphorylés. Pourquoi? Ce groupement phosphate qui va se lier à ces intermédiaires métabolites de la glycolyse va avoir 3 fonctions essentielles. Tout d'abord, quand on parle de phosphate, on parle de charge négative. On l'a vu précédemment quand on a parlé de l'ATP dans la vidéo précédente. Donc ces charges négatives vont rendre difficile le passage de ces composés phosphorylés. Donc ils ne peuvent pas traverser la membrane d'une manière simple. Deuxième fonction de ces groupements phosphates, ils vont intervenir comme un groupe de liaison et de reconnaissance dans les réactions enzymatiques pour former les complexes enzymes-substrats. Enfin, un troisième rôle, ou une troisième fonction de ces groupements phosphates, ils vont intervenir dans la conservation de l'énergie qui contribuera à la formation des 2 ATP de la glycolyse. En effet, pour former de l'ATP, on a vu précédemment qu'on a besoin de l'ADP et du groupement phosphate. ADP plus P donne ATP. Et d'ailleurs, dans la glycolyse, pour former l'ATP, on a besoin du groupement phosphate. Et justement, ces groupements phosphates, c'est grâce à ces composés phosphatés qu'on va pouvoir fabriquer, produire de l'ATP à partir de l'ADP. Continuons avec cette glycolyse. La glycolyse, elle est divisée en 2 grandes phases. Donc 2 parties. La première phase, c'est la phase qui vient après la phosphorylation des composés. Donc un grand nombre d'exoses vont converger et se transformer en un produit commun qui est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ici, dans cette première phase, on va parler de phase d'investissement. Istismar. Donc la cellule va investir de l'énergie pour justement en gagner plus à la fin. C'est pour ça qu'on parle de phase d'investissement. Une deuxième phase, commune aussi à tous les exoses, elle est caractérisée par une séquence de réactions, donc silsila min tafa'ulat al-kimya'iyya, qui conduisent à la formation d'un pyruvate de 2 ATP et d'un NADH H+. Et ceci, bien sûr, suite à l'oxydation du glycéraldéhyde 3-phosphate formé pendant la première phase. Et cette deuxième phase est appelée phase de production d'ATP, parce que c'est là où va se former l'ATP, lors
de la glycolyse. Marhalat intaj taqa. Donc retenez bien deux phases de la glycolyse, une phase d'investissement lors de laquelle on va phosphoryler des exoses et les transformer pour arriver à un composé commun, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et une deuxième phase, une phase de production d'ATP, lors de laquelle le glycéraldéhyde 3-phosphate formé lors de la première phase va se dégrader, va s'oxyder pour former l'ATP. Cette diapositive vous donne une vue globale pour mieux voir un peu les deux phases de la glycolyse. Donc à gauche, la première phase, la phase d'investissement, et à droite, on voit la phase de production d'ATP. Ici, le point de départ, c'est le glucose. On investit l'ATP pour phosphoryler ce glucose et le transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate, ici. Et ce glycéraldéhyde 3-phosphate, qui est le produit de cette première phase d'investissement, va s'engager dans une deuxième phase de production d'énergie, avec entre les deux ici, cette sixième étape de dégradation du glucose, qui est une étape d'oxydation. Et d'ailleurs, c'est la seule étape d'oxydation de cette glycolyse. Et on voit ici, la production d'ATP ici est là. Donc une phase d'investissement et une phase de production. Ici en bas, vous avez le nom des enzymes qui interviennent à chaque étape de cette glycolyse. Donc j'arrête là pour la glycolyse et je vous invite donc à approfondir ces notions de glycolyse, toutes ces réactions avec la libération d'énergie, le bilan énergétique, etc. Tout ça, on va le voir l'année prochaine pendant le module de métabolisme cellulaire. Et on passe rapidement donc à la deuxième phase de dégradation du glucose qu'on a appelé tout à l'heure le cycle de Krebs et qui se passe dans la mitochondrie, contrairement à la glycolyse qui se passe dans le cytoplasme. Ce cycle de Krebs, il a plusieurs noms. On l'appelle cycle de Krebs parce que c'est Krebs, ce savant qui l'a inventé, qui l'a trouvé, qui l'a découvert, mais on l'appelle aussi cycle de l'acide citrique et on l'appelle cycle des acides tricarboxyliques. Alors, comme son nom l'indique, le cycle, c'est une série cyclique de réactions biochimiques. C'est pour ça qu'on parle de cycle. Ces réactions se passent dans la matrice de la mitochondrie. Donc, le pyruvate issu de la glycolyse, rappelez-vous, le pyruvate, on est parti dans la glycolyse du glucose et on est arrivé au pyruvate. Donc, ce pyruvate qui est dans le cytoplasme, issu de la glycolyse, il va devoir pénétrer dans la mitochondrie pour subir cette série cyclique de réactions du cycle de Krebs. Et le résultat de ces réactions, c'est la formation de CO2 et H2O. Donc on va complètement dégrader le pyruvate pour former du CO2 et H2O dans le cycle de Krebs. Une remarque très importante, une seule molécule d'ATP est produite par ce cycle. Donc, toute une série de réactions pour ne former qu'une seule ATP. La majorité de l'énergie, se trouve à la fin du cycle dans des transporteurs d'électrons, naqilat électrons, NADH+, et FADH2. Donc ça, on l'a dit précédemment, je le répète encore une fois ici. Donc, une seule ATP synthétisée par le cycle de Krebs et toute l'énergie se trouve sous forme NADH+, et FADH2. Le pyruvate
on l'a dit, il doit traverser la membrane externe de la mitochondrie grâce à ces trous qu'on a appelés des porines, des canaux, et puis la membrane interne par un transport facilité, sympore, avec un proton H+. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu le passage du glucose dans la membrane cytoplasmique des cellules par le même phénomène, un transport sympore, facilité, c'était avec l'ion sodium. Ici, le pyruvate, il traverse la membrane interne de la mitochondrie par un transport sympore, grâce à l'ion H+, c'est-à-dire le proton. Et une fois à l'intérieur, ce pyruvate va se transformer en acétylcoenzyme A. Ceci, grâce à la molécule qu'on a vue dans la vidéo précédente, qu'on a appelée le coenzyme A, et grâce aussi à un complexe enzymatique qu'on appelle la pyruvate déshydrogénase, ou pyruvate déshydrogénase, PDH. L'acétylcoenzyme A, ainsi formé, va se retrouver dans le cycle de Krebs sous forme de citrate. Revoyons ici le passage du pyruvate, issu de la glycolyse, et qui va devoir traverser deux membranes, une membrane externe et une membrane interne de la mitochondrie. La membrane externe n'est pas sélective. Le passage se fait par un canal, grâce aux porines. Alors que la membrane interne de la mitochondrie est très sélective. Là, il va y avoir un passage, un cotransport de ce pyruvate grâce à l'ion au proton H+. Et ici, vous avez une diapositive qui vous résume un peu toutes les réactions du cycle de Krebs. On voit bien qu'il s'agit d'un cycle. Si vous partez d'un composé, on fait le tour et on revient au même composé. Donc c'est cyclique. C'est pour ça qu'on parle de cycle de Krebs. L'acide pyruvique, ici c'est le cytosol de la cellule. Ici c'est la membrane mitochondriale. Le pyruvate issu de la glycolyse et qui a 3 carbones, il va traverser, on a dit, la mitochondrie, la membrane mitochondriale, il va se retrouver dans la matrice. Une fois à l'intérieur, il y a un complexe enzymatique qui va lui enlever un carbone et une quantité énergétique issue donc de cette réaction va se retrouver toujours sous forme de NADH+. Le coenzyme A va intervenir ici pour former justement de l'acétylcoenzyme A, 2 carbones. On passe d'une molécule pyruvate à 3 carbones à de l'acétate à 2 carbones. Cette molécule acétyl-CoA, très réactive parce qu'elle est associée au coenzyme A, va se combiner à cette molécule à 4 carbones qu'on appelle l'acide oxaloacétique pour former une molécule à 6 carbones, 4 plus 2, ça fait 6, qu'on appelle l'acide citrique. Et on a libération de notre coenzyme A qui peut encore une fois aller chercher d'autres molécules de pyruvate pour être oxydé dans le cycle de Krebs. Cet acide citrique à 6 carbones, il va subir des décarboxylations successives. L'une va donner ce composé qu'on appelle l'acide alpha-cétoglutarique à 5 carbones. Voilà, libération de CO2. Une deuxième décarboxylation va donner le succinyl-CoA, une molécule à 4 carbones. Donc c'est comme si on a pris les 2 carbones ici de l'acétyl-CoA et on l'a complètement dégradé sous forme de CO2 et se retrouve ici sous forme de CO2 plus CO2. Et le reste, c'est des transformations des molécules pour revenir à la molécule de départ, l'acide oxaloacétique, qui va pouvoir encore se combiner à une autre molécule d'acétyl-CoA issue d'un autre acide pyruvique, issu de la glycolyse.
Donc retenez bien, le pyruvate de la glycolyse va rentrer dans la mitochondrie et où il va se dégrader dans le cycle de Krebs, résultat formation de CO2, ici, de très peu d'énergie sous forme d'ATP, une seule molécule, on l'a dit précédemment, et la majeure partie de l'énergie va se retrouver sous forme de transporteur d'électrons NADH, H+, et FADH2. Donc là, là, là et là. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des réactions biochimiques du cycle de Krebs. On verra ça l'année prochaine pendant le module de métabolisme. Et on passe à la dernière phase de dégradation de notre glucose, la chaîne respiratoire. Cette diapositive nous résume un peu cette chaîne respiratoire. Voici donc nos transporteurs d'électrons qui sont à des niveaux énergétiques très hauts et qui vont pouvoir libérer cette énergie, leur énergie, avant de se transformer en eau. D'accord? Donc la chaîne respiratoire se passe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Voici la membrane externe et voici la membrane interne. Donc, l'énergie libérée au cours du métabolisme, elle est capturée par des électrons riches en énergie. Et elle est sous forme de NADH et FADH2. Ça, c'est très important à retenir. L'énergie de ces électrons, riches en énergie, vont se déplacer ici à travers des complexes protéiques, d'accord, qui vont permettre le pompage, la traversée de protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Donc ça, c'est très important. Les électrons traversent ici ces complexes protéiques. Résultat, pompage, décharge plus des protons du compartiment intramitochondrial vers l'espace intermembranaire. Les électrons qui arrivent à l'extrémité de la chaîne de transfert, ici, sont revenus à leur niveau énergétique initial, très bas. Et ils se combinent avec les protons et l'oxygène pour former l'eau. L'oxygène, il vient de la respiration. Et les protons, on vient de voir qu'ils sont pompés de la matrice vers cet espace intermembranaire. Il y a un canal ici qui se trouve à l'intérieur de cette protéine enzymatique qu'on appelle l'ATP synthase, et tous ces protons vont revenir à la matrice, et certains d'entre eux vont se combiner à l'oxygène et aux électrons qui arrivent de ces transporteurs d'électrons de départ pour former l'eau. Et maintenant, on passe à l'énergie. La formation d'ATP. L'énergie potentielle capturée dans la différence de concentration en H+. Retenez bien, on a dit que le passage des électrons va permettre le pompage des protons d'un côté à l'autre de cette membrane interne. À un certain moment, on va former une concentration ici très importante de protons. Et qui dit concentration importante de protons, dit gradient, dit énergie. Et cette concentration, cette force protonique, en se dissipant par le canal ici de l'ATP synthase, va se transformer en ATP. Donc on passe d'une énergie de concentration, de gradient ionique ou gradient de concentration, en énergie cinétique, puisqu'il y a
voyage de ces protons et une partie de cette énergie cinétique de voyage, de déplacement des protons va se transformer est stockée sous forme d'énergie chimique qui est l'ATP. Donc retenez bien s'il vous plaît, au départ on a des électrons à des niveaux énergétiques importants, issus des deux phases qu'on a vues précédemment, la glycolyse et le cycle de Krebs. Ces électrons vont voyager au niveau de la membrane interne grâce à ces complexes protéiques. Leur passage va permettre le pompage de protons de la matrice vers le milieu intermembranaire. À un certain moment, ces protons vont se concentrer, vont former une très importante concentration, donc une force. Leur dissipation par l'ATP synthase, leur déplacement va permettre la transformation de l'énergie de concentration de gradient en énergie cinétique. Et cette énergie cinétique va se transformer en énergie chimique qui est l'ATP. Donc ici à droite, schématisé d'une manière très simple ce que je viens de dire, la glycolyse et le cycle de Krebs, deux phases de dégradation du glucose qui vont déverser des molécules très énergétiques, le NADH+ et le FADH2, et lors du passage de la chaîne respiratoire, les électrons de ces transporteurs vont permettre la synthèse de l'ATP grâce à l'ATP synthétase. Le NADH, lui, va donner 3 ATP, alors que le FADH2, quand il va être vidé de ses électrons, va permettre la synthèse de 2 ATP.